messieurs. Tout d'abord, je tiens à remercier l'Université Montaigne 5 et la Faculté des Sciences pour l'invitation. C'était un vrai plaisir d'y répondre favorablement pour pouvoir un peu donner une vision un peu plus proche de la réalité africaine. Donc, après avoir fait une immersion artistique dans un premier temps, ensuite une vision plus proche d'un des leaders de FinTech écosystème au niveau de EMEA, à savoir UK. Moi, je vais vous ramener en Afrique et au Maroc pour vous donner une idée précise par rapport à ce qui se fait, c'est quoi le challenge, c'est quoi les opportunités, parce qu'il y en a énormément au niveau de l'Afrique et aussi pour le Maroc. Mais permettez-moi déjà de me présenter. Donc, Nofis Saoud, je suis directeur général de Technologie du Maroc, Ouest Africa et accessoirement les Dom-Tom, que je gère depuis presque maintenant 3 ans et demi, et je suis chez Dell Technologies depuis les 12 dernières années. J'ai cumulé des postes en tant que patron de la business unit protection des données, et c'est pour ça que la cybersécurité, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis les 20 dernières années. Et du coup, ce que je vais essayer de présenter aujourd'hui, c'est un overview de ce qui est l'écosystème FinTech Maroc-Afrique, mais surtout d'un angle de vue sécuritaire. Parce que c'est un aspect extrêmement important qui, pour moi, c'est l'épine dorsale du développement des FinTech au niveau de notre continent. Pour ça, je vous ai proposé l'agenda suivant où on va un peu donner un panorama global par rapport au FinTech et surtout vous faire montrer un peu qu'il y a 2 vitesses au niveau de l'Afrique. Il y a la partie Afrique anglophone qui prend le lead, et vous allez voir les chiffres par d'eux-mêmes, que ce soit en termes de nombre de FinTech, mais également les marchés, comment ils sont en train d'émerger, et puis même, je dirais, par exemple, le Mobile Money qui a pris un petit peu son naissance sur un certain nombre de pays comme le Kenya avec la M-Pesa depuis déjà 2007. Ensuite, on va parler des différents drivers parce que ce marché-là, il est extrêmement, c'est le plus rapide d'un point de vue croissance, beaucoup plus que les autres marchés, que ce soit européens, américains, parce qu'on a quand même beaucoup de gaps à remonter, et c'est pour ça que nous avons un potentiel extrêmement important que je vais un peu décrire. Bien sûr, les différents challenges qu'on a sur le continent, en faisant, je dirais, la part des choses par rapport à chaque région, et surtout, une notion qui a été présentée depuis le début, on parle de la confiance numérique, parce que c'est l'épine dorsale de tout, je dirais, investissement au niveau de ce secteur-là. Ensuite, les différents, je dirais, risques inhérents par rapport à notre continent et par rapport à notre pays aussi, parce qu'il est sous le viseur depuis quelques années. Ensuite, on va donner une vision globale par rapport à comment le système de FinTech africain doit je dirais, se développer. Et ensuite, j'aborderai l'aspect, bien entendu, valeur ajoutée, comment des technologies apportent une certaine valeur ajoutée pour les différentes FinTech ou le secteur financier de manière générale. Et je présenterai quelques cas pratiques d'un certain nombre d'organismes au niveau de l'Afrique, mais également du Maroc, où nous avons aidé à pouvoir développer et surtout assurer cette cyber-résilience nécessaire afin que le secteur des FinTech puisse se développer davantage. Bon. Alors, c'est clair que les chiffres qu'on voit ici sont totalement différents par rapport à ce qui a été présenté avant, surtout sur le marché UK, puisque globalement, sur toute l'Afrique, on parle d'à peu près 2300 startups versus, je parle des 50 pays à peu près du continent, versus 2500 qui étaient uniquement sur le pays de UK. Donc ça, c'est déjà une chose. Mais l'avantage aussi qu'on a sur le marché africain, c'est qu'il se développe avec un growth beaucoup plus important que le reste du monde. Et ça, c'est un avantage puisque ça va nous permettre de pouvoir tirer profit de ça pour pouvoir permettre d'investir et faire cette croissance dont on a besoin, parce que, qu'on le veuille ou pas, le monde digital est en train de nous bouffer, de prendre la place beaucoup plus importante qu'avant. Et l'Afrique, c'est un avantage aussi supplémentaire, puisque avec le retard qui a été cumulé, la vitesse avec laquelle on est en train de faire l'accélération est plus importante que dans d'autres régions du monde. Ça aussi, c'est un avantage extrêmement important. Il faut savoir aussi que le nombre de transactions sur la partie mobile money est en train aussi de croître de manière extrêmement vertigineuse, puisqu'on a atteint le cap des 700 milliards de dollars
en 2024, l'année dernière. Je pense que cette année-là, il y aura au moins une croissance à peu près de 20 à 22%, selon les estimations qui ont été données par un certain nombre d'organismes. Et aussi, comme vous le savez, sur le continent africain, il y a eu aussi la genèse d'un certain nombre, je dirais, d'initiatives en termes je dirais, mobile payment. Surtout, ça a pris forme au niveau du Kenya, avec la fameuse M-Pesa, qui en 2007 a démarré, donc ça fait quand même pas mal d'années aujourd'hui. Rien que le Kenya, l'année dernière, on parle de 17 millions d'utilisateurs. Et aujourd'hui, le M-Pesa est au-delà des frontières kenyanes, puisque aujourd'hui, il y a à peu près 7 pays qui l'utilisent, et on parle aujourd'hui d'à peu près, selon le dernier chiffre qui remonte au deuxième semestre d'année 2024, de 70 millions d'utilisateurs. Donc c'est assez impressionnant, avec une croissance qui reste toujours assez importante, à double digit growth qu'on a au niveau de ce marché-là. La même chose pour Nigeria, avec la partie Footed Wave, et également sur le marché de l'Afrique francophone, avec le Sénégal, avec Wave. Vous allez voir que malheureusement, je dis malheureusement parce que je fais partie de l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, on est encore un petit peu en retard par rapport à l'Afrique anglophone. Aujourd'hui, le marché africain est l'idée par à peu près 4 ou 5 pays qui sont tous de la partie Afrique anglophone, à savoir bien sûr l'Afrique du Sud, le Nigeria, Kenya, le Ghana, et bien entendu le Maroc est en pole position par rapport aux pays francophones. Ceci n'est pas en soi une limitation, mais au contraire, je vois une grande opportunité, surtout avec ce qui se fait aujourd'hui au Maroc, avec les différents aussi initiatives, que ce soit d'un point de vue gouvernemental. Il y a aussi une réglementation qui est en train de prendre forme de plus en plus avancée. Il y a des rendez-vous extrêmement importants pour le Maroc, que ce soit avec, je dirais, la CAN ou avec la Coupe du Monde, où le paiement ainsi que les transactions digitales vont être extrêmement importants durant ces deux éléments. Donc pour moi, les 5 prochaines années vont être extrêmement intéressantes pour le marché marocain et pour le monde des fintechs de manière globale, puisqu'on va voir aujourd'hui la création de plus en plus de fintechs dans ce domaine. Et bien entendu, comme vous le voyez sur le côté gauche de l'écran, ça c'est le scoring un peu des fintechs. Et comme vous le savez, le top 6 il est accaparé par des capitales de l'Afrique anglophone. Après, on voit le Maroc, qui est aujourd'hui, je pense que le chiffre du 35, ça date du premier semestre 2024. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est à peu près à une cinquantaine qui sont, dont quelques-unes sont en train de faire un démarrage également depuis l'année 2025. Alors, aujourd'hui, ce slide-là, il est assez intéressant parce qu'il montre le potentiel aujourd'hui du marché qu'on peut avoir sur l'Afrique, puisque si vous prenez uniquement le taux, je dirais, de pénétration, comme celui qu'on a de manière assez importante au niveau du Kenya, on se donne comme projection pour l'année 2025, fin d'année 2025, de pouvoir au moins être à 8 fois le potentiel qu'on a du business en termes de fintech sur le reste des autres pays. Et ça nous donne un petit peu une visibilité par rapport au potentiel qu'on peut avoir pour adresser, afin d'assurer les investissements, d'assurer également un certain nombre d'éléments que je vais citer par la suite, qui sont un peu, pour moi, les seuls challenges qui vont un peu nous imposer une certaine cadence, une certaine vitesse. C'est en fonction de la prédisposition de tous ces prérequis-là, est-ce qu'on va pouvoir avoir une vitesse avec une allure extrêmement importante, ou bien on va rester un petit peu sur, je dirais, un développement, mais assez timide par rapport à ça. Puisque, comme vous le voyez aussi, le cash, on le veut ou pas. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un qui parlait qu'on est en train d'éliminer l'argent sur des pays comme par exemple la Chine. Malheureusement, je suis désolé de vous décevoir, mais en Afrique, on est encore avec 80% à peu près des transactions se font avec le cash. Vous pouvez juste aller à Dabredev à Casablanca, ça se fait qu'avec du cash. Il n'y a pas de transaction digitale, donc ça démontre un petit peu du gap qu'on a encore au niveau de l'Afrique. Mais en même temps, ce gap-là, comme je le dis, et je le redis, c'est un potentiel d'opportunité qu'on va pouvoir un petit peu, je dirais, prendre à bras ouverts pour pouvoir le développer davantage. Alors certes, j'espère que je ne vous ai pas donné qu'une vision un peu factiliste de ce qui se passe au niveau de l'Afrique, mais on a de très bonnes choses. Il y a des aspects très positifs aussi qui sont des key drivers pour pouvoir assurer cette croissance dont j'ai parlé aussi.
La première des choses, c'est le taux de pénétration du mobile. Alors, nous, les Africains, on est des fervents utilisateurs du téléphone mobile pour plusieurs raisons. D'abord, c'est que ça impose le téléphone, la mobilité est aujourd'hui devenue, je dirais, c'est plus un luxe, mais on le voit un peu partout, avec aussi tous les investissements que les opérateurs télécoms font au niveau des différents pays de la région et précisément au niveau du Maroc, donc plus de 80% de taux de pénétration. Et ce taux, il est même supérieur à 90 sur un certain nombre de pays. On a malheureusement un taux de non-bancarisation qui est quand même de à peu près 57%. Donc ces gens-là n'ont pas forcément des comptes bancaires et du coup c'est une cible privilégiée pour pouvoir utiliser également des plateformes digitales et pouvoir utiliser toute la puissance un petit peu des transactions numériques et digitales. Troisième élément, c'est qu'aujourd'hui on est dans une société africaine où d'un point de vue pyramide démographique, beaucoup plus de jeunes. Donc on a à peu près 60% des gens sont avec un âge inférieur à 25%. Donc ça permet d'avoir quand même une population extrêmement large qui est ready pour pouvoir utiliser la technologie et le digital plus que les générations précédentes que nous avons. Bien sûr, on a aussi une adoption aujourd'hui de consommation à travers les canaux digitaux qui commence à devenir de plus en plus important. Et je pense que cette accélération-là, elle a pris son ampleur durant la période Covid. Je pense que tous ici, vous êtes unanimes, il n'y a pas un d'entre nous qui n'a pas utilisé au moins l'application minimum pour pouvoir faire une transaction digitale, que ce soit pour l'achat de quelque chose ou pour se faire livrer. Donc aujourd'hui, depuis, je pense, le Covid a été un accélérateur de transformation digitale au Maroc, où je pense, ça c'est une conviction personnelle, on a gagné au moins 4 ans de développement, que ce soit d'un point de vue gouvernemental, que ce soit au niveau des entreprises, puisque la plupart des entreprises ils ont accéléré leur transformation digitale après post-Covid, et on a pu quand même arriver au stade où on est, puisque aujourd'hui, on va parler aussi d'un certain nombre d'initiatives qui sont faites au niveau du Maroc, que ce soit d'un point de vue gouvernemental, mais également des associations, des organismes qui œuvrent au quotidien pour pouvoir développer cette nation et devenir cette nation digitale qu'on souhaite tous. Il y a aussi les différentes politiques, et ce qui c'est pour moi un frein, parce que quand vous avez beaucoup de régulation, ça freine un peu le développement. Et d'ailleurs, il y a un chiffre que je vais ressortir, c'est les échanges commerciaux digitaux entre les pays. L'Afrique, c'est 1% du total du commerce. C'est extrêmement faible comparé à d'autres pays, comme vous allez le voir dans le slide qui va suivre. Donc, cette réglementation-là, qui va être extrêmement hétérogène, ne va pas forcément dans le sens où on veut développer davantage. Et c'est pour ça que le travail africain entre différentes nations est extrêmement important pour pouvoir fluidifier, que ce soit l'aspect réglementation, les lois, mais également le commerce digital qui doit prendre de plus en plus sa place. Et bien entendu, il y a un aspect qui commence aujourd'hui, on le voit de plus en plus, c'est le partenariat banque et opérateur télécom. Parce que l'un ne peut pas, honnêtement, vivre sans l'autre. Aujourd'hui, vous êtes au courant qu'il y a la 5G, les appels d'offres de la 5G ont été lancés par la LRT. Ça va donner un coup d'accélération extrêmement important pour pouvoir supporter aussi un certain nombre de services supplémentaires qui vont être proposés par les différents opérateurs télécoms qu'on a sur la place. Donc ça c'est extrêmement important puisque la FinTech, comme ça a été expliqué durant la première, c'est la technologie au service des finances. Et je pense que la combinaison banque et telco est le meilleur exemple pour parler de cette combinaison gagnante. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé et ça rejoint un petit peu ce que j'étais en train de dire, c'est la fragmentation un petit peu de la régulation qu'on a au niveau du continent. Et encore plus lorsqu'on parle des pays anglophones versus les pays francophones. J'ai eu l'occasion de travailler avec, par exemple, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, la BCE, qui est un grand client de Dell, et je vais un petit peu présenter ce qu'on a fait chez ce client-là. Mais aujourd'hui, on le voit, c'est-à-dire qu'il y a une ségrégation, il y a on fonctionne en mode silo. Et ça, c'est pas très bénéfique par rapport au développement de ce secteur qu'on souhaite, parce que le premier des prérequis nécessaires, c'est l'ouverture. C'est la possibilité d'interagir entre les différents organismes, les différentes entreprises, les différents régulateurs nationaux entre eux,
Et donc ça, c'est pour moi un premier challenge. Le deuxième challenge, sur lequel on va s'attarder par la suite, c'est la partie maturité de cybersécurité. Aujourd'hui, on le veut ou pas. Si je prends l'exemple du Maroc, ce qui s'est passé il y a 2 mois et demi, et pour moi, bon, c'est négatif, parce que l'image de marque qu'on a donnée n'est pas forcément la bonne qu'on souhaite à 4 ans et demi ou 5 ans d'un grand événement qui est la Coupe du Monde. Mais d'un autre côté, je peux vous assurer, la semaine qui a suivi cette grande cyberattaque où il y a eu du data leak, etc., je ne me rappelle même pas du nombre de coups de fil que j'ai eu de la part de DSI, de RSSI pour pouvoir renforcer leur résilience, renforcer leur stratégie de cyber-résilience au niveau des entreprises, quelle que soit leur nature. Banque, assurance, ministère, office, et j'en passe. Et ça, pour moi, c'est un aspect positif de la chose. Parce que ça a au moins permis de réveiller les gens, de se dire que la cybersécurité, pour moi, c'est l'épine dorsale d'une digital nation. On ne peut pas faire une confiance sans avoir une sécurité absolue au niveau de ce qu'on va faire comme transaction ou comme échange avec n'importe lequel des gens en termes d'organisme et autres. Troisième élément, c'est bien entendu, les gens n'ont pas encore cette confiance numérique parce que ce soit, ils sont confrontés quelquefois à des informations concernant les cyberattaques où ils n'ont pas encore eu cette maturité pour pouvoir permettre en face d'un organisme de dire c'est bon, j'ai une confiance, je peux faire ma transaction, je peux m'inscrire pour tel service ou tel service. Donc ça c'est aussi un élément sur lequel on doit travailler, mais de manière commune, parce que ça passe par plusieurs choses, par la sensibilisation au niveau des entreprises, par les écoles et les universités, puisque ça commence ici. C'est là où les gens vont pouvoir déjà avoir leur premier noyau de confiance pour pouvoir partir dans le monde professionnel et pouvoir apporter leur effort à l'édifice qu'on est en train de faire. Quatrième chose, bon, ça c'est une réalité, qu'on le veut ou pas, aujourd'hui il y a une contrainte d'un point de vue infrastructure. Oui, on a augmenté les investissements sur les infrastructures, on a commencé depuis les 4-5 dernières années à voir un certain nombre de clouds publics au Maroc, et je suis fier de dire que des technologies ont participé à la mise en place de clouds, par exemple de Inui, le cloud de ACS, etc. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On a besoin de plus. La couverture également sur un certain nombre de régions du Nord doit se faire. Et je pense que l'AMRT, par exemple, elle est en train d'avoir des pourparlers avec Starlink pour pouvoir couvrir des régions non couvertes correctement par les opérateurs téléphoniques classiques. Ça aussi, c'est un élément qui va permettre je dirais, désenclaver de très grandes régions du territoire marocain pour pouvoir les couvrir correctement d'un point de vue connectivité, etc. Et pour revenir à un point que j'ai cité tout à l'heure, c'est ce 1% du digital trade qu'on a au niveau d'Afrique. 1%. C'est rien. Mais ça démontre que le potentiel de croissance il est extrêmement élevé, extrêmement grand, et qu'on va pouvoir vraiment sortir avec des relais de croissance plus importants sur les prochaines années. C'est pour moi le seul élément que je retiens, même s'il y a d'autres régions, bon, bien sûr, quand on se compare à l'Asie, ils ont un taux de 20%, c'est un peu normal, avec la maturité, les investissements qui sont faits au niveau d'un certain nombre de pays, et puis l'Amérique latine avec 12%. Donc ça vous donne juste une idée globale par rapport où on se situe au niveau du continent africain. Alors, je pense qu'on a parlé beaucoup de ce terme-là, de Digital Trust, donc la confiance numérique et, je dirais, le noyau, l'épine dorsale de cette transformation numérique et de ce développement de la fintech. Sans ça, on ne pourra rien faire. Et qu'est-ce qu'on veut dire par la confiance numérique? Tout simplement, lorsqu'on a la confiance dans des échanges entre partenaires, clients ou parties prenantes, avec un environnement éthique qui est transparent et sécurisé. Pour moi, il y a 4 éléments qui vont permettre de faire l'ossature globale afin de s'assurer d'avoir de cette confiance numérique. Un, c'est la sécurité. Donc, comment se protéger contre des menaces? Et aujourd'hui, on le sait, avec l'avènement de l'IA, en fait, c'est une arme à double tranchant. Parce que d'un côté, l'IA participe à pouvoir renforcer les systèmes de sécurité, que ce soit des sécurités périmétriques, les fameux firewalls, les WAF, les SIEM, les sondes de détection d'intrusion, blablabla, tout ça. Ça, c'est un aspect assez positif. D'ailleurs, même dans des solutions qu'on propose, on intègre l'IA par défaut. Mais de l'autre côté,
mesdames et messieurs, c'est que aujourd'hui, n'importe qui d'entre nous est capable de concevoir un ransomware en quelques minutes. Sur le dark web, vous avez la possibilité de pouvoir générer des codes prêts à l'emploi pour pouvoir attaquer n'importe quel type d'entreprise. Pire encore, aujourd'hui, on retrouve par exemple des ransomware as a service. On a pu développer un business pour pouvoir attaquer telle ou telle entreprise. Si moi, par exemple, Neufel, j'ai une dent contre telle entreprise X, ben, j'ai juste besoin de payer par Bitcoin ou par autre un organisme sur le dark web pour pouvoir attaquer. Derrière, ce qu'il va générer comme montant d'argent, il y a un pourcentage qui va rester au niveau de l'organisme auquel on a souscrit le service, et le reste, vous allez pouvoir le récupérer en Bitcoin ou autre chose. Donc ça dénote je dirais, de la dualité qu'on a aujourd'hui dans ce monde digital, où d'un côté, on utilise la technologie avec éthique, puisqu'on intègre dans des équipements, dans des solutions pour pouvoir prévenir contre des menaces et des risques cybernétiques, mais de l'autre côté, on va l'utiliser dans l'autre sens pour pouvoir attaquer et essayer de détruire l'image de marque d'une entreprise, ou de récupérer de la donnée, faire de l'extorsion, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'éthique, elle a toute sa place au niveau de ce monde-là, puisque ça va permettre de faire pivoter d'un côté ou de l'autre. Et c'est là où, encore une fois, je répète, c'est ici, dans les universités, dans les écoles, où on va commencer à faire apprendre aux jeunes comment utiliser la technologie dans le bon sens. Parce que c'est une sorte d'éducation. On le veut ou pas, c'est une sorte d'éducation. Oui, c'est un business qui est assez énorme, mais aussi, à un moment donné, il faudra se relater, revenir à son référentiel par rapport à son éducation, par rapport à ce qu'il a appris sur les bancs des écoles, pour pouvoir participer en tant que citoyen digital par rapport à cette nation digitale. Deuxième élément, la partie privacy, donc aussi la partie contrôle de la donnée personnelle, c'est un élément extrêmement important, sur lequel le Maroc il a fait aussi d'énormes progrès. Bien sûr, que ce soit avec la création de la CNDP, que ce soit par rapport à la loi 0908, il y a énormément de chantiers qui ont été initiés au niveau du territoire marocain pour pouvoir apporter cette sécurité et cette protection de la donnée personnelle. Compliance et transparency, ça c'est comme j'ai parlé, donc pouvoir assurer une conformité par rapport aux réglementations, par rapport aux différentes, textes juridiques, pour pouvoir utiliser et avoir cette confiance par rapport aux services auxquels on souscrit. La résilience opérationnelle, extrêmement important. Si on n'a pas confiance dans cet organisme qui va permettre de nous donner la confidence qu'il est capable d'assurer la continuité de service en cas d'attaque, je ne vais pas pouvoir bien sûr avoir une confiance par rapport à cet organisme. Ça c'est extrêmement, je pense, logique en soi. Et puis innover avec confidence. Ça aussi, c'est comment on va pouvoir adopter, comme ce qu'on a dit, l'IA et d'autres, que ce soit la blockchain, que ce soit d'autres technologies émergentes aujourd'hui, pour pouvoir assurer des services à forte valeur ajoutée et permettre ce développement de plus en plus rapide. Alors, si j'ai une question à vous poser, c'est quoi, à votre avis, la troisième économie mondiale? Bon, je vais vous dire la première et la deuxième. La première, c'est les États-Unis, bien entendu. La deuxième, c'est la Chine. Quelle est, à votre avis, la troisième économie mondiale? C'est la cybercriminalité. Aujourd'hui, on a atteint, en 2025, quelque chose comme 10,5 trillions de dollars. 4 ans avant, c'était 6 trillions de dollars. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, que ce soit le World Economic Forum, que ce soit les Nations Unies, ils ont placé la cybercriminalité comme étant l'élément le plus, je dirais, important, puisque, si vous vous rappelez, si on revient juste 5 ans en arrière, la première menace, c'était le terrorisme. Là, on a oublié les terroristes, on n'en parle plus depuis quelques années. C'est la cybercriminalité. Elle a pris toute sa place, comme j'ai dit encore une fois, par rapport au business qu'elle apporte. C'est énorme, 10,5 trillions. Vous savez combien de GDP de pays africains on peut réunir ensemble? C'est énorme. Et c'est beaucoup plus lucratif que même le business de la drogue au niveau mondial. Donc, et ça, c'est un élément qu'on doit garder en tête, parce que ça rappelle toujours cet aspect éthique avec lequel on va utiliser la technologie pour pouvoir dire qu'il y a des histoires de budget. Je peux vous assurer, l'entreprise marocaine, quand elle veut dégager des budgets, elle arrive à les dégager. Mais c'est juste question de sponsoring. Et à mon sens,
Le management, le top management doit absolument être le sponsor de ce type de choses. Parce qu'une entreprise, qu'on le veuille ou pas, au Maroc ou en Afrique, va se transformer digitalement. Et donc, si elle ne fait pas le virage technologique, elle sera out of the game. Clair. C'est une histoire de quelques années peut-être. D'ailleurs, si vous voyez le top entreprise d'il y a 15 ans, il y a à peu près 70% de ces entreprises qui sont complètement éjectées. 70%. Qui ont été complètement éjectées. Parce qu'ils n'ont pas fait le virage technologique. Parce qu'ils n'ont pas vu le changement qui doit se faire. Et ça commence déjà à l'entreprise elle-même. L'humain lui-même. Parce que finalement, avec tout ce qu'on est en train de dire par rapport à la cybersécurité, qui est l'élément, le maillon faible de l'histoire? C'est nous. C'est nous. Un simple clic de quelqu'un va faire exploser l'entreprise. Un simple clic. Il y en a eu, encore une fois, je ne peux pas donner des exemples concrets en Europe, mais il y en a eu qui se sont fait avoir avec un simple clic où il y a eu une propagation d'un malware qui a pris contrôle d'un certain nombre d'équipements et l'entreprise a été complètement mise à genoux grâce à un simple clic. À cause d'un simple clic. C'est ça le bon terme à utiliser. Donc, aujourd'hui, on voit une envolée du nombre de phishing et de ransomware. Les attaques de fraude sont devenues monnaie courante. La preuve, c'est que le Maroc est le deuxième pays le plus attaqué en Afrique, le deuxième pays, après l'Afrique du Sud, et depuis les 2 dernières années. Et je peux vous assurer, mesdames et messieurs, ça va durer encore, jusqu'à la Coupe du Monde, pour multiples raisons, politiques, économiques et autres. On va encore subir de plus en plus d'attaques. Ça, c'est une réalité, et vous allez le voir de toute façon. L'émergence de fraude as a service, ça aussi c'est à l'instar de ce que j'ai dit par rapport à ransomware as a service. Là aussi c'est des gens qui innovent. Et ça, on pourrait dire que c'est de l'innovation également parce que ça va apporter de l'argent pour les gens qui le conçoivent et ça va permettre aussi de pouvoir gagner plus d'argent, mais de manière un peu simple, si j'ose dire. Weak endpoints, ça c'est aussi très important parce que en général, la plupart des cyberattaques vont commencer ou vont trouver leur point de départ sur le endpoint, c'est-à-dire un desktop, un laptop d'une personne lambda au niveau d'une entreprise ou qui est connecté à un réseau. C'est à partir de là que le malware ou le ransomware ou n'importe quel type de malware va se propager pour pouvoir un petit peu connaître le réseau interne de l'entreprise et commencer. Parce que, encore aussi un élément très important, la durée moyenne avant l'enclenchement d'une attaque, c'est 6 mois. C'est-à-dire durant 6 mois, vous avez été infecté et le hacker, le groupe des hackers est en train de scanner votre réseau, connaître l'adresse IP, connaître le NAT, connaître la typologie des équipements que vous avez, et le jour J, et il va enclencher la cyberattaque, que ce soit par rapport à un cryptage des données sensibles sur des bases de données, sur des partages de NAS, sur de la messagerie, etc. Un autre élément aussi que je trouve un peu, c'est un risque lié par rapport à l'environnement global, c'est la rareté aussi des socles au niveau de notre pays et également les échanges d'informations par rapport aux menaces interpays africains. Aujourd'hui, oui, on a un massacre, ça s'appelle le massacre, et sur un certain nombre de pays, il y en a aussi. Mais je ne vois pas des échanges d'informations qui peuvent être extrêmement judicieuses et importantes pour pouvoir parer à d'éventuelles cyberattaques qui n'ont pas été correctement recensées sur un pays, mais qui peuvent l'être sur un autre pays. Donc les échanges informationnels manquent encore par rapport à notre continent, et c'est là où la coordination et le travail en groupe va permettre d'accélérer ce travail en équipe. Et puis bien entendu, comme vous le savez, l'un des secteurs clés qui est targeté le plus, c'est le secteur financier. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a de l'argent derrière, et c'est pour ça qu'on va pouvoir le prioriser par rapport à un marché comme le mining, ou comme l'industrie, comme le transport, etc. Donc, les challenges au niveau de notre cher vieux continent, c'est qu'on a une sécurité réactive. En général, on fonctionne au monde sapeur-pompier. En général. Et on ne prend pas assez de temps pour pouvoir préparer une stratégie cyber-résilente pour l'entreprise en amont pour pouvoir se doter de tous les moyens nécessaires, humains, procéduraux et technologiques, pour pouvoir parer à ce genre d'éventualité. Et le fait de pouvoir travailler en mode sapeur-pompier, en général, ça n'a pas toujours un résultat assez positif. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, comme je l'ai dit, et je ne vais pas me répéter, la croissance de cyberattaques
qui vont être de plus en plus sophistiqués grâce à l'IA, en d'autres, va permettre de rendre la chose beaucoup plus difficile pour les entreprises. Troisième élément, les erreurs humaines. Et ça peut être soit par rapport à un manque de formation, et on le voit, parce que les chiffres aussi parlent d'eux-mêmes, il n'y a pas vraiment de budget assez sérieux, voilà, j'utilise le terme sérieux, au niveau des entreprises, d'un point de vue formation des employés. Surtout par rapport à la sensibilisation concernant la cybersécurité, qui pour moi, à mon sens, est un élément extrêmement important et un enjeu majeur pour la sauvegarde de l'image de l'entreprise et de son business. D'accord? Aussi, et ça, si l'Angleterre a un gap sur les ressources, que dire au niveau de l'Afrique, puisque nous avons une envolée de ressources vers l'Europe et vers les États-Unis, surtout l'Amérique du Nord, Canada. Moi-même, je connais plein de gens qui étaient mes clients sur un certain nombre des banques, des assurances, et aujourd'hui ils ne sont plus au Maroc, malheureusement. Donc, le gap qu'on a au niveau du capital humain est extrêmement important. Bon, ici on parle de 100 000 ressources, profils pointus en termes de cybersécurité, mais je peux vous assurer que ce chiffre-là qui a été annoncé par un certain nombre d'organismes, il est beaucoup plus important que ça. Pour moi, c'est au moins 7 fois ce chiffre-là. 7 fois. On monte au moins sur le continent africain de 700 000 ressources valables, qui a des capabilities pour pouvoir travailler sur le marché de la cybersécurité de manière assez pointue. Et aussi, comme j'ai dit, la conformité qu'on a de manière un peu éparpillée sur le continent ne favorise pas forcément le travail, je dirais, qu'on fait sur un certain nombre de métiers. Bien entendu, tout ce qui est aussi misconfiguration, ça on peut le mettre sur également le troisième point, l'erreur humaine, puisque quelquefois on peut faire des configurations qui vont fatalement toucher la sécurité du système d'information sans se rendre compte. Mais le jour J, on va pouvoir le faire parce que aussi, il y a aussi l'utilisation des vulnérabilités où forcément les gens, je peux vous assurer que nos entreprises, ils ne font pas des mises à jour et des patching réguliers. Donc du coup, on va se faire avoir également par rapport à l'aspect gestion des vulnérabilités. Et puis, bien entendu, les budgets, juste pour vous donner un ordre de grandeur, sur la base d'un recensement qui a été fait au niveau Afrique, on alloue quelque chose comme 3,7%. En 2024, c'était 3,7% du budget IT. Une année avant, c'était 3,4%. On va dire, ouais, bravo, on a fait de la croissance. Mais c'est pas 3,7% sur un budget global de l'IT. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous allez pouvoir recruter les bonnes ressources pour pouvoir auditer et gérer les configurations des équipements. Vous allez prendre les technologies récentes pour pouvoir assurer la sécurité périmétrique. Vous allez permettre d'avoir des audits régulièrement, faire du pen testing. Non. C'est ridicule. Moi, je trouve que c'est ridicule. Mais encore une fois, avec ce qui s'est passé au Maroc durant les 2 derniers mois, on a vu une rehausse d'un point de vue allocation des budgets, puisque forcément les gens ont plus peur. Bon, je dirais que c'est un aspect positif, parce qu'au moins les gens maintenant écoutent et savent que c'est une réalité, c'est pas de la science-fiction dont on parle. Et puis, bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, parmi les pays les plus attaqués, et forcément parce que c'est des pays où la digitalisation a atteint un niveau assez important, c'est l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria et le Maroc, bien entendu, qui prend la 2e place durant les 2 dernières années consécutives. Et je vous laisse, je dis pour vous, quelques chiffres clés par rapport au coût de pertes liées aux cyberattaques sur un certain nombre de pays, à savoir, et comme vous le voyez, si vous me posez la question pourquoi le Maroc ne figure pas, je vais vous dire pour la simple raison, les entreprises ne reportent pas. Donc on ne peut pas savoir combien une entreprise marocaine a eu comme coût de perte derrière, parce que bon, pour une image de marque, comment on appelle ça, des gens sont aussi un peu, je dirais, imbus de leur personne, ils ne veulent pas se dire que on s'est fait avoir par telle ou telle cyberattaque, que je peux comprendre aussi. Alors, la vision pour une fintech sécurisée au niveau d'Afrique, elle tient pour moi sur les 5 piliers. 1, c'est une infrastructure résiliente. Encore une fois, si on n'a pas des infrastructures résilientes, performantes, sécurisées, on ne peut pas développer un écosystème de fintech. Qu'on ne le veuille pas. La bonne volonté toute seule, malheureusement, ne sert pas à grand-chose. Deuxième chose, c'est la sensibilisation des utilisateurs. Sur toute la chaîne, on a besoin d'avoir des gens qui sont sensibilisés. Le clic qu'une personne fait est extrêmement important. D'ailleurs, je vais vous donner
enfin c'est pas une anecdote, mais c'est une pratique qu'on fait. Chez des technologies, de manière aléatoire, on vous envoie quelquefois des emails qui paraissent des emails extrêmement réels, sur lesquels on vous demande de cliquer pour pouvoir faire tel changement ou tel changement. Je vais vous le dire, la vérité, moi je me suis fait avoir. Et quand vous vous faites avoir, vous recevez un mail de la part de la sécurité IT pour vous dire attention, vous avez échoué à tel test, et on vous donne un lien pour faire un training. Si la deuxième fois vous faites avoir, vous allez recevoir le mail et vous allez avoir votre manager en copie du mail. Mais si vous le faites 3 fois, c'est HR warning direct. Ça rigole pas. Et je peux comprendre. Je suis le premier à dire oui, ça doit se faire comme ça. Parce qu'une personne peut mettre à rude épreuve toute une entreprise derrière avec toutes les données qui sont finalement les joyaux de l'entreprise. D'accord? Troisième chose, et on l'a dit, on l'a répété, une harmonisation de la régulation. Arrêtons de travailler au monde silent, arrêtons de travailler dans le monde, je dirais, éparpillé. Il faut qu'on commence à s'asseoir autour d'une table avec les différents organismes pour pouvoir parler le même langage, avoir les mêmes régulations au niveau de notre continent. L'innovation inclusive, c'est-à-dire, par défaut, on doit avoir de la sécurité par design. Surtout sur tout le stack applicatif. Ça, c'est quelque chose qui doit commencer à être ancré dans les têtes de n'importe quel développeur, n'importe quel système d'information, n'importe quel DSI, n'importe quel RSSI. Ça doit se faire de manière by default. Et puis, la possibilité de pouvoir builder localement. Les amis, je ne pourrais pas le faire savoir, on doit compter sur nous-mêmes. Il y a des technologies sur un certain nombre de pays qui sont avancées. Mais encore une fois, ça a été déjà dit, on doit customiser et personnaliser la technologie dans notre contexte africain, dans notre contexte marocain. On ne va pas dire on va faire du copy-paste, c'est bon, on a gagné. Non, du tout. Parce que beaucoup de choses sont totalement différentes. D'un point de vue infrastructure, mentalité, ressources, process, etc. Donc pour moi, c'est les 5 piliers les plus importants à garder à la tête pour avoir une vision assez sécurisée de notre écosystème FinTech. Bon, je vais aborder un peu, de manière assez rapide, ce que Dell Technologies fait dans ce domaine en parlant. Mais avant ça, bon, juste pour ceux qui ne connaissent pas un peu Dell, alors Dell c'est 95 milliards de dollars de chiffre d'affaires, globalement 113 000 employés au niveau monde, avec je dirais une présence dans les 98% des Fortune 500 au niveau mondial. Ça moi ça ne m'intéresse pas de vous présenter ça. Mais par contre, ce que je suis fier, c'est de dire que Dell Maroc, c'est 2000 personnes. Il n'y a aucune entreprise technologique étrangère qui a autant de ressources d'un point de vue vendeur. Personne. Vous prenez 4-5 vendeurs sans les nommer, vous les mettez ensemble, ils ne font pas plus que 1000 ressources. Nous, c'est 2000 personnes et ça fait 21 ans que Dell Maroc existe. Et c'est une fierté pour dire que nous avons quand même à peu près 13 nationalités avec nous au sein de Dell Maroc. C'est à Casamir Shore, avec également, comme vous pouvez le voir, un certain nombre de reconnaissances internationales et nationales, et surtout le fait d'avoir contribué de manière assez humble au développement digital d'un certain nombre d'organismes sur les différents secteurs, que ce soit les telcos, que ce soit le secteur public, que ce soit les finances, l'assurance, l'industrie. Et on est fiers de dire aujourd'hui qu'on a commencé à accompagner des entreprises dans leur transformation vers l'implémentation de l'IA avec un certain nombre de use cases. Vous allez voir bientôt sur les canaux, que ce soit dans les journaux et autres, par rapport à des réalisations que les technologies ont fait, soit dans le secteur de l'assurance, mais également dans le secteur universitaire. Ça, par contre, je peux le dire, avec l'université de Francis, avec lesquels on collabore depuis la création de l'université, on a fait ce qu'on appelle un digital twin, c'est-à-dire un smart campus, qui a été présenté devant des ministres il y a à peu près 1 mois et demi, lorsqu'il y a eu le Smart City Roadshow, qui a été fait sur Casa, Rabat et Ibn Ghazi. Et on est fiers de dire que Dell a contribué avec NVIDIA pour la mise en place de ce Smart Campus. Bon, rapidement, je passe. Ça, c'est une enquête que Dell Technologies fait depuis à peu près maintenant 5-6 ans. Et celui-là, c'est le rapport qui a été fait sur l'année 2024, où on fait une interview d'à peu près 1500 entreprises. Ce qui est bien, c'est qu'une grande partie sont de Middle East, Afrique, mais même des entreprises également marocaines qui y figurent, où on pose un certain nombre de questions liées à la partie cybersécurité et la confidence de ces clients-là, à ce qu'ils sont capables de pouvoir bypasser une situation
critiques où ils vont faire l'objet d'une attaque, etc. Bon. 60% quand même ne sont pas confidents que leur organisation est capable de pouvoir assurer et être en conformité par rapport aux essais là qu'ils ont pour pouvoir restaurer les services. 79% quand même disent qu'ils ont été, qu'ils sont à peu près sûrs qu'ils vont avoir un gros souci sur les 12 prochains mois. Et également, 75% sont concernés par le fait que leurs données n'ont pas toutes les mesures nécessaires et suffisantes pour pouvoir s'assurer contre des attaques de type ransomware. Pour moi, c'est des chiffres édifiants et qui nous interpellent tous pour dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons mettre la cyber-résilience au cœur des stratégies des entreprises pour pouvoir prévenir contre tout type de cyberattaque. Chez des technologies, je ne vais pas m'attarder là parce que l'objectif, c'est pas de vous présenter un peu ce qu'on fait, mais sachez que nous brossons de manière assez large le spectre des différentes solutions, que ce soit d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue résilience opérationnelle, conformité, innovation, où on intègre de facto la partie intelligence artificielle dans les couches d'analyse qu'on fait pour pouvoir un petit peu aider à remettre le service en cas d'attaque et pouvoir s'assurer que les données de l'entreprise restent les joyaux qui sont identiques aux données sources et qui n'ont pas été altérées, modifiées ou supprimées lors d'une cyberattaque. De manière globale, c'est ce que ce slide-là permet de dire. Bien entendu, nous avons un réseau, un écosystème de partenaires qu'on essaie de former au mieux qu'on peut pour pouvoir s'assurer d'avoir l'écosystème partenaire le plus large possible pour répondre à tous les besoins des différentes entreprises marocaines. Et bien entendu, aussi, ce qui fait la force de DES, c'est qu'on a un écosystème global de partenaires technologiques, parce que, au moins, je pense qu'on a cette humilité de dire que DES ne peut pas tout faire, DES ne peut pas avoir toutes les solutions par rapport à tous les use cases, etc. Mais nous avons réussi à bâtir l'écosystème le plus large, le plus complet qui existe sur Terre par rapport à chaque besoin technologique, où on a des partenariats, que ce soit avec Temenos, avec H2O, je ne sais pas si vous connaissez, où ils ont des use cases spécifiques sur le secteur financier qu'on implémente sur nos plateformes et qu'on délivre chez les clients, etc. Je pense que j'ai à peu près pris plus de temps. Bon, je vais pas m'attarder sur ce slide-là. Par contre, ce que je voulais un petit peu présenter rapidement, de manière assez succincte, quelques use cases qu'on a fait. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est un client qui a fait confiance à DES depuis à peu près maintenant 9 ans. On a accompagné en modernisant son infrastructure globale, que ce soit au niveau de son siège à Dakar, mais également sur les différents pays dans lesquels il est présent, que ce soit Abidjan, que ce soit Douala et d'autres pays, dans 9 pays. Donc on a modernisé tout le système d'information, tout le data center, et ce qu'on vient de faire récemment, depuis le début de l'année, c'est la mise en place de ce qu'on appelle le CRS, Cyber Recovery Solutions. C'est en fait, en 2 mots, une espèce de coffre-fort électronique qu'on va mettre pour pouvoir s'assurer que les données de l'entreprise sont sauvegardées de manière immutable, de manière isolée, comme ça, même si le système d'information de la BCAO tombe entre de mauvaises mains, il est crypté, il est supprimé, il y a une copie gold, ce qu'on appelle la copie gold, qu'on va pouvoir rejouer pour assurer la continuité des services financiers de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième, c'est notre champion national, HPS, et je suis fier de dire que nous accompagnons HPS depuis maintenant presque 9 ou 8 ans, et on a modernisé avec eux l'ensemble des plateformes, que ce soit par rapport au switch national, mais également sur le reste des plateformes qu'ils gèrent en dehors du Maroc, où on a également mis en place toutes les solutions de protection de données au niveau de son système d'information, afin de le rendre plus résilient, plus efficient et plus performant également. La BAD, la Banque africaine de développement, là aussi on a accompagné ce client. Moi-même j'ai travaillé sur un projet il y a quelques années où on a fait une triangulation ils étaient entre Tunisie, Abidjan et l'Afrique du Sud. Donc là aujourd'hui ils sont juste entre Abidjan et excusons fermer le bureau, le data center de Tunis. Et on fait une réplication des données de manière sauvegardée, cryptée entre les 2 data centers au niveau de l'Afrique du Sud, Johannesburg, et au niveau de Abidjan. Et on a mis en place toute la plateforme d'archivage et de protection des données au sein des 2 data centers. Société Générale Maroc aussi, on a contribué à la mise en place d'une stratégie de cyber-résilience, non seulement d'un point de vue solution, plateforme de backup d'archivage, mais on a mis en place le coffre-fort digital afin de pouvoir garder les données de la banque les plus névralgiques
par rapport à sa survie dans un coffre-fort électronique pour pouvoir les rejouer au moment où il y a, je dirais, une cyberattaque de type ransomware. Et puis, pas les moindres aussi, la CDG, qui est un client depuis à peu près une dizaine d'années. On a contribué à la mise en place, au rafraîchissement de tout le data center sur la couche computing, sur la couche stockage, sur la couche de virtualisation, également sur la partie protection des données, que ce soit backup ou archivage, mais également toutes les solutions financières utilisées par la CDG sont protégées par un vault, un coffre-fort électronique pour pouvoir avoir une copie gold en cas de cyberattaque. Donc, pour moi, s'il y a des recommandations avec lesquelles on pourra sortir tous ensemble, c'est les fintech. Donc, on doit vraiment assurer une sécurité embarquée au niveau de toutes les applications qu'on va mettre en place au niveau de l'écosystème fintech, avec une adoption du DevSecOps. Ça, c'est extrêmement important. Deuxième volume, et ça, c'est important. On ne peut pas faire développer notre continent sans une harmonisation de la réglementation, des régulations, des lois, etc. C'est extrêmement important et on doit vraiment investir pour avoir cette confiance numérique par rapport aux citoyens africains et les citoyens marocains de manière plus spécifique. Les providers, encore une fois, je vous le dis, d'être tout seul ne peut pas tout faire. X, Y ne peut pas tout faire. Par contre, une coalition, et c'est ce que j'essaie de faire, que ce soit avec la PEVI, que ce soit avec la CGR, pour pouvoir créer une sorte de coalition des think tanks pour pouvoir travailler de manière commune. Parce que chacun dans ce point ne pourra pas travailler. On a besoin de l'émergence de collaboration, universités, entreprises, mais également secteur public, pour pouvoir apporter un savoir-faire et pouvoir assurer ce développement qu'on souhaite pour notre nation digitale. Et bien entendu, parmi les points forts du Maroc Digital 2030, que je trouve, c'est le fait de pouvoir mettre plus d'étudiants, plus de lauréats dans des écoles d'ingénieurs, dans des universités, sur le domaine digital, IT de manière globale, cybersécurité de manière spécifique. Tout ça, c'est bon. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime l'exécution. On a fait beaucoup de slides, on a fait beaucoup de présentations. Il est temps de passer à l'action, de pouvoir travailler sur ça de manière concrète au niveau de notre pays. Et bien entendu, l'IA, ça va de pair avec la cybersécurité, c'est un aspect, je pense, qu'il doit être engagé de plus en plus dans tous les cursus universitaires et scolaires dans notre pays. Bon, je terminerai par ça, j'espère que je n'étais pas long. En général, je prends beaucoup de temps pour parler, mais j'essaie de respecter le temps. Donc, je pense que le futur des fintech en Afrique est extrêmement positif pour moi. Je suis très optimiste parce qu'on a un potentiel extrêmement important à pouvoir tenir. La confiance, ça y va, et on l'a dit, on l'a répété, c'est la fondation nécessaire pour développer l'écosystème fintech au niveau de l'Afrique et au Maroc. Et puis, bien entendu, en tant qu'une entreprise citoyenne, entreprise engagée sur le territoire marocain et africain, on est là pour pouvoir apporter aussi un savoir-faire et une certaine valeur ajoutée. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça a été enrichissant. Merci. Merci beaucoup pour cette richesse de présentation assez riche et très actualisée. Vraiment, on aurait aimé avoir beaucoup plus de temps pour bénéficier davantage de ces partages d'expérience. Donc, avant de donner la parole au public, bien sûr, je vais poser une petite question. Donc, selon vous, quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez pour les startups? Ce qui m'a marqué aussi parmi les statistiques, vous avez mentionné qu'il y a plus de 2300 startups en Afrique, tout entier, donc étalés sur les 50 continents. Donc, quels sont les obstacles les plus marquants et peut-être dans le contexte africain et aussi bien pour le Maroc parce qu'on viendra d'accueillir la Coupe du Monde qui est vraiment ça samedi. Alors très bonne question. Je pense que j'ai abordé plus ou moins ce point, c'est que en comparaison encore une fois, juste pour avoir un référentiel de comparaison. Si vous prenez un pays où on a parlé de 2500, je pense en UK 2500 startups dans les fintech, tout le continent africain, les 50 pays, on parle de 2300. Si je prends le Maroc en faisant un zoom, on est entre 35 et 50, si je prends même les startups qui ont démarré en début 2025. C'est quoi les raisons de ce ralentissement? C'est très simple. Le funding. On n'a pas les mêmes niveaux de funding qu'on a. Je ne vois pas des milliards de dollars injectés pour des startups marocaines, sauf si je suis sur une autre planète. Mais en tout cas, on n'a pas ça. Deuxième chose, on a aussi une réglementation qui, pour beaucoup, ne sont pas forcément au courant.
Donc ça limite un peu même la compréhension de ce investisseur pour pouvoir investir et se lancer dans ce domaine. Troisième chose, encore une fois, comme je l'ai dit, on a une limitation d'un point de vue ressources IT. Donc ça limite de facto déjà les gens qui vont pouvoir investir. Et quatrième élément aussi, sans une relation, une collaboration publique-privée, je ne pense pas qu'on va pouvoir aller beaucoup. Et c'est pour ça que le public, que ce soit, je ne parle pas juste de la CDG, mais les établissements publics doivent jouer un rôle extrêmement important pour le développement de ces fintechs-là, parce qu'ils vont non seulement aider déjà les organismes publics eux-mêmes, mais ils vont également participer dans cet asservissement qu'on est en train de faire sur le marché marocain ou africain de manière générale, afin de le développer correctement. Voilà. Vous ne voyez pas que cette priorité aussi serait de donner plus de focus sur la réglementation, peut-être pour avoir standardisé avant de vous entamer. Même les hébergeurs de cloud, on a assez, mais est-ce qu'on peut opter vers des conditions sur cloud sans avoir une régularisation Alors, voilà. Vous avez parlé de answering as a service. Oui, vous avez parlé d'un point très important, le cloud. Aujourd'hui, on est encore en train de parler d'un cloud souverain. Je sais qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer bientôt sur les prochaines semaines, prochains mois. Mais aujourd'hui, les hyperscalaires ne peuvent pas jouer ce rôle. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de données extrêmement sensibles qui sont un peu le oil des fintechs et les outcomes qui vont jouer avec, on ne va pas s'amuser à les mettre sur des clouds publics. Et c'est pour ça qu'il y a une émergence aujourd'hui d'un certain nombre d'acteurs. Si je prends le Maroc aujourd'hui, bon, quand même, on a fait des efforts. Il y a au moins 5 ou 6 acteurs qui sont aujourd'hui prêts pour pouvoir faire, pas nécessairement des clouds publics au vrai sens du terme, à part INUI, ACS et peut-être un autre, mais les autres, ils sont là pour pouvoir faire la colocation d'un certain nombre de services complémentaires. Mais sans avoir, je dirais, un cloud souverain au niveau de chacun de ces pays-là qui va permettre de gérer ses propres données. Et le fait de dire qu'une réglementation harmonisée est nécessaire, parce que ça va permettre même aux données qui vont être hébergées sur ces différents clouds dans les différents pays africains de pouvoir se faire une confiance mutuelle. Ça, c'est extrêmement important. Donc I give you the chance to ask other questions, of course, if you have questions. And not hesitate. My question is about cybercrimes. Which authorities are responsible for investigating and prosecuting and punishing the cybercriminals, and how the affected country deal with them? Okay, so good question. If I take the example of Morocco, we have an authority called DGSSR. It's the public entity under Minister of Defense that is full, the mission is to handle all the information system, the most critical in Morocco. Not only the public information system, but also financial sector, insurance, banks, and other OCP, for example, information system. All those critical companies, they are handled, monitored, and in case if there is any cybersecurity attacks on one of them, it's handled by the DGSSI. This is the entity that is in charge of for Morocco. Now, in the different countries across Africa, there are some of them that created such, let's say, organism in their country, but to be very transparent, it's not for all the African countries, especially West Africa region, the French-speaking countries. They are still having, they have something like CERT, where they are trying to monitor all the different vulnerabilities that are across the information system in their countries, but we are still not at that level, like for example, and even the GSSI, to be honest, and this is the organism that handled the cases that happened 2 months ago in Morocco. They are investigating, trying to see what is the source of the cyber attacks and how they were able to make it, etc. Till now, we still didn't have the final, let's say, root cause analysis for this, but this is the organism that is taking care of such things. Okay. First, I want to thank
thank you for your presentation. Donc, telle technologie met beaucoup l'accent sur la co-création avec ses partenaires à travers un écosystème global. Donc, comment cette approche collaborative peut-il spécifiquement aider les fintech africains à surmonter les défis liés à la cybersécurité et à créer leur transformation digitale tout en renforçant la confiance des utilisateurs? Alors déjà, des technologies, elles ne transactent jamais avec un client final. En Afrique, c'est un modèle indirect. Donc nous avons un réseau de partenaires dans chaque pays qui, bien entendu, on les a sélectionnés sur la base d'un certain nombre de critères. Le nombre de ressources, les certifications, le niveau de chiffre d'affaires, etc. Et chacun a un statut, Platinum, Titanium, Platinum et Gold. Donc en fonction des capabilities de chaque partenaire, on va pouvoir le mettre avec nous par rapport à un contexte d'un client. Si je prends l'exemple des fintech, et là j'ai donné des exemples, que ce soit HPS par exemple, typiquement, nous avons un partenaire avec lequel on travaille en collaboration pour pouvoir apporter une valeur ajoutée aux clients en mettant en place un certain nombre de design, on revoit un peu les différentes architectures. On fait des workshops pour pouvoir apporter des réponses concrètes par rapport à des sujets et des problématiques que le client nous adresse. Et 3, on va apporter des architectures de référence pour pouvoir les implémenter afin d'assurer cette cyber-résilience, par exemple, qu'on souhaite apporter, ou de manière générale, une performance ou une efficience par rapport aux plateformes qui doivent mettre à disposition des clients. Voilà. Salam alaikum. Donc, ma question, c'est quels sont les points sur lesquels on doit se baser, soit en tant que chercheur ainsi qu'un professionnel, pour développer le mobile payment que vous avez abordé tout à l'heure, mais spécialement du côté infrastructure, architecture, et du côté Maroc et l'Afrique. Merci. Alors, d'un point de vue chercheur, je pense que je l'ai dit et répété, l'université, elle joue un rôle extrêmement important. Et à l'instar de ce que se fait au niveau de l'université en 2005, c'est une fierté aussi nationale, je pense qu'une collaboration université-entreprise est le seul moyen pour pouvoir apporter déjà aux chercheurs une satisfaction, mais également apporter un savoir-faire, une valeur ajoutée à l'entreprise, pour que ce soit la création d'un produit, la mise en place d'une solution ou autre chose. Donc, pour moi, c'est ce qu'on fait quelquefois avec, je donne l'exemple encore, parce qu'on a travaillé pas mal de temps avec eux, l'Université Mohamed VI Polytechnique de Benguela, où on a travaillé de manière assez proche avec un certain nombre de collaborateurs, d'étudiants, de professeurs, pour pouvoir tester des solutions, parce que l'université est quelquefois une espèce de centre de recherche et de test, avant de pouvoir mettre en exergue ces solutions-là au niveau de l'entreprise. Et c'est exactement, par exemple, ce que fait l'Université Mohamed VI, puisqu'on fait des tests sur un certain nombre de choses avant de les implémenter, que ce soit pour l'OCP ainsi que ses filières. Donc, le rôle que joue le chercheur est extrêmement important, puisque, soyons clairs, nous on est 2000 personnes au Maroc, mais je vais vous dire, c'est pas suffisant pour pouvoir adresser toutes les problématiques et tous les besoins des entreprises, que ce soit marocaines ou africaines. Donc on a besoin de relais. Et ce relais, on va le trouver aussi au niveau des universités pour pouvoir nous aider à être une sorte d'extension sur les différentes recherches qu'on doit faire, que ce soit par rapport à des solutions, par rapport à des produits, par rapport à des releases, par rapport à beaucoup de choses. Voilà. Donc en général, c'est ce genre de choses qui va pouvoir être un peu intéressant dans cette relation entreprise, constructeur, avec le monde de la recherche également. Bon. Et bonjour. Donc vous avez parlé tout à l'heure du potentiel des fintech en Afrique, par exemple surtout au Maroc, et vous avez parlé des challenges qui doivent être surmontés pour arriver au full potentiel de ces fintech. Donc parmi ces challenges, vous avez parlé de tout ce qui est des challenges technologiques et en termes de régulation. Mais il y a aussi, je pense, surtout au Maroc, on voit un manque de confiance des utilisateurs et des gens par rapport à tout ce qui est digital, et surtout lorsqu'il s'agit de leurs finances et de l'argent. Donc il y a une remarque très marrante que dans les distributeurs automatiques, tout le monde passe en arabe. Parce que là, on parle d'argent, donc on doit être très sûr. Donc,
comment voyez-vous, comment on peut augmenter cette confiance, comment on peut améliorer cette confiance, surtout lorsqu'on voit un peu la réponse à ces attaques, cyberattaques qui ont survenu ces 2 derniers mois et qu'on n'a pas vu de coordination sur comment répondre à ces attaques ou bien un éclaircissement du public sur le pourquoi de la chose, pourquoi ces attaques ont survenu et quels sont les steps qu'on va pouvoir faire pour les surmonter. Merci. Très bonne remarque, parce que, on l'a dit, la confiance est l'épine dorsale de cette transformation qu'on souhaite mettre en place. Et je pense, à mon sens, en fait, il y a eu de la coordination, pour être honnête, parce que c'est en background, en général, il ne faut pas faire des communications extrêmement importantes par rapport à ce qui se fait, mais je peux vous assurer que beaucoup de choses entre le ministère de la Transition numérique, la CNDP, la DGSSI et autres ont commencé à travailler de manière un peu plus étoffée et de manière beaucoup plus centralisée pour pouvoir apporter des réponses concrètes. Et sans confiance, on ne va pas pouvoir investir. Moi, le premier, c'est-à-dire, si je n'ai pas une confiance dans ma banque, je vais retirer mon argent, la mettre sous mon lit et je suis beaucoup plus tranquille. Mais aujourd'hui, je pense que le Maroc est quand même a atteint un certain niveau de maturité. Certes, il y a encore des choses à faire. Mais je pense qu'on a aujourd'hui, ce qui s'est passé était pour moi un accélérateur pour pouvoir apporter encore plus de dispositifs de sécurité d'un point de vue législatif, mais également d'un point de vue technologique et aussi de concertation avec un certain nombre d'organismes. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que beaucoup aujourd'hui d'entreprises, ils commencent à se réveiller et à pouvoir accélérer des choses au niveau de leur chantier de cyber-résilience pour pouvoir essayer d'avoir cette confiance numérique. Et je peux vous assurer, si on n'avait pas eu ce qui s'est passé, on aurait mis plus de temps sur un certain nombre de chantiers à faire. Et la preuve en est aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu des annonces par rapport à que ce soit par exemple le cloud souverain, le data center souverain. On est en train de ramener des investissements aussi des États-Unis. Il y a aussi l'annonce qui a été faite pour la mise en place du data center hier, avec à moyen terme 500 MW. C'est énorme. 500 MW, c'est énorme. Et on va commencer par 40 MW dans une première phase. Donc il y a beaucoup de choses qui commencent à se faire. Je pense que aussi le rendez-vous de 2030 y est pour quelque chose, puisqu'on doit être prêt. Parce que je vous l'assure, il y aura des cyberattaques, il y aura des trucs massifs qui vont arriver. C'est pour ça qu'on doit se préparer en amont pour pouvoir apporter un socle technologique, procédural, humain et réglementaire avant les échéances. Merci. Mais on est d'accord qu'il faut plus de sensibilisation et de communication. Alors, c'est clair, ça pour moi c'est le BABA. Une entreprise doit avoir une charte de sécurité du système d'information. Ça c'est le BABA. On doit en faire des formations régulièrement pour pouvoir. Parce qu'un humain, par défaut, on oublie. Ça c'est notre plus grand péché. On oublie. Bon, peut-être que c'est positif, quelquefois on oublie des choses qui sont forcément pas bonnes, qu'on essaie d'oublier. Mais on oublie quelquefois les règles les plus basiques liées à la sécurité du système d'information. Donc de manière régulière, l'entreprise, le RSSI et la DSI de manière générale doit forcément faire des rappels à l'ordre par rapport à cet aspect-là. Et de manière générale, même d'un point de vue communication pour le client, le citoyen lambda. Un citoyen lambda lorsqu'il reçoit un SMS et on lui demande de rentrer ses données, la première des choses à se dire, est-ce que c'est réel ou pas? La même chose lorsqu'il reçoit un mail. Donc les attaques de type phishing, ils explosent également. Donc sans une réelle sensibilisation et maturité du citoyen lambda, au-delà d'un employé d'une entreprise X, doit se faire de manière régulière également. Monsieur, I still have a question. Here, this way. Thank you. So I want to take advantage of this person since you're here. So I want to ask, does Dell offer opportunities for research, especially in the security, for a PhD student, for example? Okay. So first of all, the technology, yes, we can have people for interns, sometimes 1, 2, 3 months. Now for PhDs and others, to be honest, no. But we are working also in order to propose such things with our partner ecosystem. We have a very large partner ecosystem, and I can give examples like Eidos, like Ineos, like Compucom, like Forum, etc., where they are more than happy also to have people that will work on subjects, especially today's, to be honest, 2 major subjects that are on the tables for everyone. We are talking about cybersecurity and AI. These 2 topics
today we are trying also, even our strategy inside that technology is these two main pillars that we are trying to offer for all our customers. So yes, we are even trying to get something in collaboration with the universities, within our partners as well. Okay. So can we have like a kind of contacts or something? I just want to take advantage of you since you're here. Please, we can give a chance to other ones, but that doesn't give the question. We can give chance to others. Okay, I will do it. But you can drop me an email and then we can find a way out. Thank you so much. You're welcome. Who wants to ask a question? The last before leaving to the networking on the bench. Moi, je souhaite juste avoir votre point de vue sur un paradoxe qui existe actuellement et qui fait face, auquel fait face actuellement la transition numérique dans le cadre des moyens de paiement. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du cash. De plus en plus, on investit dans les développements des moyens de paiement digital, mais en parallèle, on a de plus en plus de cash qui se développe. Donc on a des chiffres qui sont publiés au niveau du rapport des moyens de paiement au niveau du moyen de paiement du Maghreb. On est pratiquement à 30% du PIB en termes de monnaie fiduciaire. Donc on est parmi les taux les plus élevés au monde. Et ça, c'est pas un phénomène purement marocain, c'est au niveau international. Quand on voit les pays d'Europe, à part les pays scandinaves qui ont atteint 1,5% du PIB en termes de paiement numérique, les autres pays, l'Allemagne, l'Espagne, etc., au contraire, il y a aujourd'hui un changement sur le plan réglementaire qui impose l'utilisation du cash. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'utopie de la fin du cash n'est pas pour demain. Donc, les investigations, ils ont montré qu'il y a des politiques qui peuvent être effectuées ou mises en place pour contrôler le cash, mais il y a des paramètres qui ne sont pas contrôlables par les politiques publiques, tout ce qui est culture. Et ça a été évoqué ce matin par M. Benami sur le fait que c'est une culture, c'est tout un instrument de valeur qualitative qui ne sont pas contrôlables. Deuxième remarque, vous avez cité un des principaux obstacles, c'est le funding, le capital. On a deux leviers actuellement au Maroc qui essayent de donner un coup de pouce à l'évolution de tout ce qui est start-up. Il y a le fonds Innovinvest qui est géré par l'ex-CCG et actuellement par Tamwilcom. Il y a actuellement un fonds qui est très prometteur, qui est le fonds Mohamed VI. Maintenant, est-ce qu'à votre point de vue, ces deux leviers ne sont pas suffisants actuellement? Qu'est-ce qu'on peut effectuer pour donner plus important pour ce marché? Très bonne remarque et observation. Je commencerai déjà par le deuxième, le funding. Effectivement, le fonds Mohamed VI aujourd'hui va se doter entre ce qu'il va apporter à travers ces différents participants à hauteur à peu près de 13 milliards de dollars. Attention, les 13 milliards de dollars, c'est sur l'ensemble des verticaux, l'ensemble des domaines d'activité. Ce n'est pas nécessairement les fintech, tout seul. Ça, c'est la première des choses. Le funding est déjà une question de confiance. Parce que quand moi, investisseur, je vais venir, que ce soit un organisme public ou autre, je dois avoir une confiance par rapport à un business plan qui tient la part. Il y a eu des expériences où il y a eu des fundings, mais malheureusement, ça n'a pas donné un résultat assez positif par rapport à l'entreprise qui a été créée, etc. Donc, il y aura toujours ce paradigme par rapport à combien on va mettre en place, surtout quand on voit les chiffres par rapport à un pays comme l'UK, c'est extrêmement, je dirais, en décorrélation par rapport à ce qu'on vit ici. L'autre point concernant le cash, on l'a dit, 90% au niveau de l'Afrique, c'est du cash. Ça veut dire qu'il y a 10% uniquement de transactions qui se font au niveau digital. Aujourd'hui, le Maroc, on le veut ou pas, il y a des gens qui croient à l'argent physique. Il ne peut pas se passer du cash. Et pour plusieurs raisons. Bon, maintenant j'enlève ma casquette de DG2D.
Mais quand vous faites une transaction immobilière, monsieur, il y a du chocolat qui se donne. Vous croyez qu'il le donne en digital? Ben, ça se fait en cash. Le noir, je parle du noir. Ça, c'est du cash. Si vous prenez d'autres aspects, notamment, je dirais, l'industrie, money laundering. Donc ça aussi, c'est un aspect qui passe automatiquement par du cash. Donc si on veut éliminer ou faire baisser ce niveau d'utilisation du cash, il faut aussi que la réglementation soit beaucoup plus sévère, beaucoup plus féroce, beaucoup plus focus sur un certain nombre de secteurs d'activité afin de la faire baisser. Et j'ai donné un exemple concret tout à l'heure, j'étais en train de rigoler, mais si vous partez à Delbref à Casablanca, est-ce que vous croyez que vous allez pouvoir payer avec votre carte? Non, ça passe qu'avec du cash. Donc, commençons, on connaît un peu les mots, on sait des sources, des soucis. Il faudra juste la volonté, la bonne volonté pour pouvoir aller et faire en sorte de pouvoir toucher le problème de très près. Ça, c'est mon même avis personnel. Voilà. Merci beaucoup.